Ma famille a exigé que je pardonne à mon frère, pour avoir couché avec ma fiancée. Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai coupé les ponts financiers. Je suis rentré chez moi avec 3 jours d'avance. Le projet d'ingénierie commerciale, là-bas à Denver, s'est terminé beaucoup plus vite que prévu. Les inspections des fondations ont été validées sans le moindre accroc. Les permis de la ville ont été signés, et l'ensemble du chantier était verrouillé dès le jeudi après-midi, au lieu du dimanche soir. Mon directeur régional m'a dit de prendre ces jours de congé supplémentaires, un bonus rare dans mon domaine d'activité. J'ai brièvement envisagé de rester à Denver, de visiter une brasserie locale, d'assister peut-être à un match de hockey, et de profiter de la solitude. Cependant, je n'avais pas vu Chloé depuis 2 bonnes semaines. Et honnêtement, la douleur dans ma poitrine était bien réelle. Elle me manquait. J'ai donc conduit directement du chantier à l'aéroport, j'ai pris le tout dernier vol, et j'ai atterri dans ma ville natale vers 22h30. Délibérément, je ne lui ai pas envoyé de message. Je voulais lui faire la surprise. Sur le trajet depuis l'aéroport, je me suis arrêté dans une épicerie ouverte 24h24, près de notre résidence, et j'ai acheté un bouquet de tournesol. C'étaient ces fleurs bon marché, enveloppées dans cette pochette en plastique translucide et froissée. Mais Chloé a toujours insisté sur le fait qu'elle les préférait, de loin, aux compositions chic et hors de prix des fleuristes de luxe. Elles font plus vrai, disait-elle souvent. Je me souviens très bien avoir repensé à cette phrase exacte pendant le trajet, à la façon dont elle préférait toujours les choses authentiques. Je suis entré dans notre complexe, et je me suis garé à notre place habituelle, au 3e étage du parking couvert, juste à côté de la cage d'escalier en béton. J'ai attrapé mon lourd sac en toile dans le coffre, j'ai tenu les tournesols dans mon autre main, et je suis monté vers l'appartement. Notre appartement. Celui où nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. Celui où, depuis 6 mois, nous planifions activement notre mariage. La date était fermement fixée au mois d'avril suivant. La salle en centre-ville était entièrement réservée, avec un acompte non remboursable, et les invitations personnalisées étaient déjà conçues, sagement rangées dans un dossier numérique sur mon ordinateur. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, aussi silencieusement que possible. Je ne voulais pas la sursauter si elle dormait. Le salon était plongé dans l'obscurité totale. La télévision était éteinte, projetant un reflet noir à travers la pièce. Son ordinateur portable argenté était fermé, soigneusement posé sur le bord de la table basse en verre. J'ai supposé qu'elle s'était simplement couchée tôt. Dans son dernier message vers 20h, elle m'avait dit être épuisée par le travail. Puis, je l'ai entendu, un rire. Il provenait de la chambre principale, au bout du petit couloir, et ce n'était pas seulement son rire à elle. Il y avait 2 voix distinctes, et j'en connaissais une beaucoup trop bien. Je me suis arrêté net, au beau milieu du couloir. Le plastique bon marché autour des tournesols a légèrement crissé, sous ma poigne qui se resserrait. Mon lourd sac de sport pendait toujours à mon épaule droite. L'espace d'une seconde, brève et désespérée, mon cerveau a tenté de rationaliser la situation. J'ai pensé que j'étais peut-être juste fatigué. Peut-être qu'elle regardait une vidéo YouTube sur son téléphone. Peut-être qu'elle avait invité un ami, et que j'allais entrer, allumer la lumière, et me sentir comme un idiot fini face à cette soudaine et nauséabonde montée d'adrénaline dans mes veines. Mais je connaissais ce rire. C'était Julian, mon jeune frère. Je suis resté là, dans ce couloir sombre, pendant peut-être 10 bonnes secondes. Je ne bougeais pas. Je ne respirais même plus. J'assimilais simplement les informations auditives qui frappaient mes tympans. Puis, j'ai forcé mes jambes à avancer. J'ai marché vers la porte de la chambre. Je ne me suis pas précipité comme un fou, mais je n'ai pas hésité non plus. J'ai juste avancé, j'ai tendu le bras, et j'ai poussé la porte. Chloé était sur lui, dans mon lit, de mon côté du matelas. Ils étaient emmêlés dans ces draps doux et chers, ceux que nous avions choisis ensemble dans une boutique du centre-ville, parce qu'elle voulait un tissage de haute qualité, et que je me moquais du prix tant que cela la rendait heureuse. Ils se sont tous les deux figés instantanément. La scène s'est gravée sur mes rétines en une fraction de seconde. Le visage de Chloé s'est vidé de toute couleur, virant à un blanc maladif et fantomatique. Julian a violemment reculé, tentant de tirer la couette sur sa poitrine, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, alors qu'il essayait de formuler un mot. Je n'ai pas crié, je les ai juste regardés. Je les ai vraiment, profondément observés. J'ai vu le collier en or de Chloé,
avec ce pendentif spécifique que je lui avais offert pour notre premier anniversaire, posé négligemment sur ma table de chevet en bois. J'ai vu la chemise bleue familière de Julian, jetée nonchalamment sur le sol, juste à côté de mon côté du lit. J'ai remarqué 2 verres de vin à moitié vides, posés sur la longue commode. Ils étaient à l'aise. Ce n'était pas une erreur d'un soir, frénétique et due à l'ivresse. Le placement désinvolte de leurs affaires hurlait la routine. À cet instant précis, quelque chose s'est simplement éteint à l'intérieur de moi. C'était presque audible dans ma propre tête, comme un lourd interrupteur mécanique passant de « marche » à « arrêt ». Ce n'était pas une colère ardente et aveuglante. Ce n'était même pas une douleur aiguë et atroce. C'était juste cette réalisation glaciale, d'une clarté cristalline, la personne que je pensais épouser n'existait tout simplement pas. Et le frère, que j'avais protégé toute ma vie, était devenu un étranger. Chloé a commencé à hyperventiler, des larmes coulant immédiatement sur ses joues. Elias, Elias, je t'en prie. J'ai levé la main, une simple paume plate tournée vers elle. Je n'ai pas prononcé la moindre syllabe. J'ai juste maintenu ce geste. L'autorité brute de ce mouvement lui a fait clouer le bec. Elle s'est étouffée avec un sanglot, mais elle s'est tue. Julian a essayé à son tour, la voix brisée. Frérot, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Ce n'est pas, j'ai lentement tourné les yeux vers lui. Mon petit frère, le gars que j'avais personnellement aidé pour qu'il réussisse ses examens universitaires. Le type pour qui j'avais co-signé un prêt automobile, il y a 3 ans, quand sa cote de crédit était absolument catastrophique et qu'aucun concessionnaire ne voulait de lui. Celui-là même qui m'avait appelé, il y a à peine 2 mois, pour me demander des conseils sur une fille compliquée qu'il fréquentait. Je suppose que je savais enfin, avec exactitude, qui était cette fameuse fille. J'ai tourné les talons, et je me suis dirigé droit vers le dressing. J'ai laissé tomber le bouquet de tournesol, directement dans la petite poubelle en plastique près de la porte. Je n'ai même pas baissé les yeux pendant qu'elle tombait. J'ai sorti mon grand sac de voyage, celui que j'utilisais pour mes longs déplacements, et je l'ai ouvert. J'ai commencé à faire mes affaires. Chloé s'est précipitée hors du lit, s'enroulant dans un drap, et m'a suivi. Elle pleurait de façon incontrôlable désormais, tendant une main tremblante pour toucher mon dos. Elias, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut discuter. Je t'en prie, parle-moi. Je l'ai contournée, comme si elle n'était qu'un lampadaire. J'ai pris mon ordinateur portable personnel, ainsi que son chargeur. Je me suis accroupi, j'ai tiré le petit coffre-fort ignifugé de sous le meuble à chaussures, et je l'ai vidé. Passeport, acte de naissance, carte de sécurité sociale, document d'assurance. J'ai jeté 3 vêtements de rechange dans le sac, attrapant tout ce que mes mains touchaient en premier. Je suis entré dans la salle de bain principale, ignorant royalement la 2e brosse à dents dans le gobelet, et j'ai balayé mes articles de toilette dans une trousse en cuir. Julian était maintenant dans la chambre, enfilant son jean à la hâte, trébuchant sur l'ourlet dans sa panique. Il a physiquement essayé de s'interposer, entre moi et la porte. Elias, mec, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Frappe-moi, crie-moi dessus, mais dis-moi au moins quelque chose. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé, le regard complètement vide. J'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule. N'essaie pas, ai-je dit. C'était tout. Juste ces quelques mots, plats et glaciaux. Il a visiblement tressailli, reculant comme si je l'avais frappé physiquement. 15 minutes. C'est exactement le temps qu'il m'a fallu pour emballer tout ce qui comptait réellement pour ma survie, dans cet appartement. Tout le reste, les meubles chers du milieu du siècle que j'avais achetés, les appareils de cuisine haut de gamme, l'énorme pile de classeurs de préparation du mariage posés sur la table à manger, rien de tout cela n'avait plus la moindre importance. Ce n'était plus qu'un poids mort. Je suis passé devant eux, en direction de la porte d'entrée. Chloé s'est jetée en avant, agrippant mon avant-bras à 2 mains, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elias, tu ne peux pas juste partir. Où vas-tu? Doucement, avec méthode, j'ai détaché ses doigts de mon bras. Je n'ai pas regardé son visage. Je savais que si je croisais son regard, ma froideur pourrait se fissurer, et je ne pouvais pas me le permettre. J'ai ouvert la porte d'entrée. Julian a prononcé mon nom une dernière fois, un son pathétique et chevrotant. Je suis sorti, laissant la lourde porte claquer, et se verrouiller derrière moi.
J'ai conduit jusqu'au motel de long séjour le plus proche, juste à la sortie de l'autoroute. Je me suis enregistré à la réception, j'ai tendu ma carte de crédit au veilleur de nuit d'une main parfaitement stable, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Je suis entré dans cette chambre beige et générique, j'ai posé mon sac par terre, et je me suis assis sur le bord du matelas rigide. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé dans un oreiller. Je n'ai pas frappé la cloison. Je n'ai pas appelé mon meilleur ami. Je suis juste resté là, dans ce silence stérile. Mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche, vers minuit. C'était un bourdonnement continu, presque écœurant. Des messages de Chloé, qui affluaient par dizaines. Des appels téléphoniques désespérés de Julien. Je ne les ai pas encore bloqués. J'ai simplement actionné le bouton silencieux physique, sur le côté de mon appareil, et je l'ai posé face vers le haut sur la table de chevet. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore, les notifications s'empilant pour former une véritable tour de panique. Vers 3 heures du matin, j'ai réalisé que le sommeil était totalement hors de question. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, mais il n'était pas alimenté par le chagrin. Il fonctionnait sur de la logistique pure, et sans altération. J'ai ouvert mon ordinateur, l'écran étant d'une luminosité aveuglante dans la chambre noire de l'hôtel. J'ai lancé Excel. Je n'ai pas commencé à rédiger un journal intime sur mon cœur brisé. J'ai commencé à faire une liste, un inventaire de connexions très spécifique, et hautement détaillé. Chaque contact professionnel que j'avais personnellement partagé avec Julien. Chaque client d'entreprise très rémunérateur, que j'avais recommandé à l'agence de design indépendante de Chloé. Chaque lien financier, prêt et compte partagé, lié à mes parents. Absolument chaque fragment de ma vie, qui soutenait structurellement la leur. J'ai fixé les lignes et les colonnes pendant un long moment. Le curseur clignotait régulièrement à la fin d'une cellule. Puis, j'ai renommé le fichier. Je l'ai intitulé « stratégie-bas-de-bas sortie.xlsx ». Et je me suis mis au travail. J'étais à la salle de sport de l'hôtel dès 6 heures du matin. Je n'avais pas fermé l'œil une seule seconde, mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais mécanique, dangereux. J'ai d'abord attaqué le tapis de course, avalant 8 km jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Ensuite, je suis passé au poids libre. Chaque mouvement, chaque répétition était compté dans ma tête, une distraction rythmique pour chasser les images qui tentaient de flasher derrière mes paupières. Mon téléphone était face contre terre, sur le tapis en caoutchouc. Je pouvais voir les bords s'illuminer constamment. Je l'ai ignoré. J'ai terminé mon entraînement vers 7h45. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris une douche brûlante, et j'ai enfilé des vêtements propres. J'ai marché jusqu'à un café du quartier de l'autre côté de la rue, j'ai commandé un grand café noir, je me suis assis dans ma voiture, et j'ai enfin déverrouillé mon écran. Chloé, 52 messages non lus. Il commençait par des excuses frénétiques. Je suis tellement désolé. Ça ne voulait rien dire. Il passait ensuite à de longues explications confuses. On avait bu. J'étais tellement stressé par le mariage. Pour finir par une colère défensive. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Nous devons communiquer. Tu es d'une cruauté émotionnelle. Julien, 31 appels en absence, 14 messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Et puis, exactement à 8h15, mon écran s'est allumé avec un appel entrant. Maman. J'ai fixé sa photo de contact sur l'écran. J'ai laissé sonner 4 bonnes fois, prenant une lente gorgée de mon café, avant de finalement glisser le doigt pour répondre. Elias. Sa voix tremblait déjà, lourde de larmes. Oh, mon chéri. Julien nous a appelés. Il nous a tout raconté. Je me suis adossé à l'appui-tête en cuir de ma voiture, fixant le trafic matinal à travers le pare-brise. J'ai dit, absolument tout. Il se sent terriblement mal, Elias, a-t-elle poursuivi, la voix prenant un ton suppliant. Il est absolument détruit par tout ça. Il a fait une erreur, mon cœur. Une erreur terrible, horrible et stupide. Mais Elias, c'est ton frère, et il t'aime tellement. Et Chloé, elle est. Maman, les jeux interrompus. Ma voix était calme, totalement neutre. Elle s'est arrêtée net, à bout de souffle. Je t'écoute, Elias. Je t'entends, ai-je dit doucement. Cette minuscule lueur de non-confrontation était tout ce dont elle avait besoin.
Elle s'est lancée dans un immense monologue bien répété. Elle a parlé du caractère sacré de la famille. Elle a parlé de pardon. Elle a expliqué que Julien ne voulait pas aller aussi loin, que les êtres humains sont profondément imparfaits, que ces situations sont complexes, et que la véritable mesure d'un homme se trouve dans sa façon d'avancer et de pardonner à ceux qui l'ont offensé. Je l'ai laissé parler pendant 10 minutes d'affilée. Je lui ai accordé quelques MHMM, aider, je comprends ce que tu dis, lors des pauses opportunes. Elle a commencé à paraître sincèrement soulagée. Elle pensait qu'elle réussissait à m'atteindre. Elle croyait que la crise était sous contrôle. Ton père veut te parler ce week-end, a-t-elle finalement dit, le ton plus enjoué. Nous allons organiser un bon dîner de famille tranquille, dimanche. Juste la famille. Nous pourrons tous nous asseoir, crever l'abcès, et surmonter ça ensemble, mon chéri. Nous pouvons réparer ça. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Oh. Elle avait l'air choquée, mais incroyablement pleine d'espoir. Oh, Elias, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment bien. Mon chéri, je suis si fier de toi, d'être aussi raisonnable face à ça. Raisonnable? Je dois y aller, maman. J'ai du travail à gérer. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vas vraiment y réfléchir pour dimanche. Oui, j'y réfléchirai. J'ai raccroché. Je n'ai pas pensé à ce dimanche pendant une seule fraction de seconde. Vers 10 heures, ma sœur aînée, Maya, m'a envoyé un message. Maya, je viens de raccrocher avec maman. J'ai entendu la nouvelle. Elias, je suis tellement, tellement désolé. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? J'ai fixé son message. Maya était très différente du reste de la famille. Elle avait un cœur véritablement bon, et elle en avait vraiment à foutre de moi. Mais je savais aussi exactement quel était son rôle dans la dynamique familiale. La pacificatrice ultime. Elle était celle qui se sentirait totalement horrifiée par ce que Julien avait fait, mais qui se pointerait quand même au dîner du dimanche, parce que quelqu'un devait empêcher cette famille de s'effondrer. Elle partait d'un bon sentiment, mais son besoin désespéré d'harmonie faisait d'elle un pion. C'était bien là le problème. Moi, je vais bien, Maya. Je suis en sécurité. J'ai juste besoin d'espace pour le moment. Maya, veux-tu que je vienne te rejoindre? On peut juste s'asseoir. Tu n'es pas obligé de parler. Moi, pas encore. Mais peux-tu me faire une faveur? Peux-tu simplement me tenir au courant de ce qui se passe chez papa et maman? Maya, bien sûr. Tout ce dont tu as besoin, Elias. Je t'aime. Parfait. J'avais mon agent infiltré. 2 semaines plus tard, je vivais à Seattle. Le transfert d'entreprise s'est fait à une vitesse fulgurante. Le lendemain matin de la découverte, j'ai appelé mon directeur régional. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un changement géographique immédiat. Je n'ai pas expliqué les détails personnels, je n'en avais pas besoin. Depuis 6 mois, je lançais régulièrement l'idée d'un transfert vers la succursale de Seattle, comme un mouvement de carrière stratégique. De toute façon, grâce à mes excellents résultats, il a tiré quelques grosses ficelles, et a officialisé la mutation en exactement 3 jours. J'ai trouvé un nouvel appartement sur Internet. Il se trouvait au 12e étage d'une tour du centre-ville, avec d'immenses baies vitrées donnant sur l'eau. C'était nettement plus beau que mon ancien logement, et considérablement plus cher aussi. Mais je pouvais largement me le permettre, maintenant que je ne partageais plus le loyer, et que je ne canalisais plus une part massive de mon salaire dans un compte d'épargne commun pour un mariage. J'ai acheté des meubles entièrement neufs. Des choses très minimalistes, épurées et modernes. Absolument rien qui ne ressemble, au toucher ou à l'odeur, à la vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai trouvé une nouvelle salle de sport. J'ai déniché un nouveau café. J'ai tracé un nouvel itinéraire de course le long du front de mer. Je n'ai pas publié la moindre photo, ni la moindre mise à jour de statut sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas modifié ma situation amoureuse. J'ai simplement désactivé mes comptes, en toute discrétion. J'ai complètement effacé ma propre existence. La seule personne qui avait ma nouvelle adresse, et qui savait dans quelle ville je me trouvais, était Maya. Pendant ce temps, de retour dans ma tour, je construisais autre chose. J'ai ouvert le tableur. J'ai ressorti chaque projet d'ingénierie et de conseil sur lequel j'avais travaillé, au cours des 6 dernières années.
J'ai recoupé le moindre contact d'entreprise, fournisseurs et partenaires. J'ai cartographié l'ensemble de ce réseau avec la précision d'un ingénieur en structure, analysant la répartition des charges d'un gratte-ciel. La carrière florissante de Julien dans l'immobilier commercial. Ces 3 contrats les plus importants et les plus lucratifs provenaient directement de promoteurs très fortunés, que je lui avais personnellement présentés lors des galas de charité de mon entreprise. Son énorme partenariat décisif chez Harrison Développement. C'était un client direct de mon cabinet. Je m'étais porté personnellement garant pour Julien, alors que son CV était totalement vide, et qu'il travaillait depuis un café. L'entreprise florissante de design graphique indépendant de Chloé. Ses 3 plus gros clients piliers, ceux qui lui versaient de massives provisions mensuelles, provenaient tous de mon réseau personnel. Des potes d'université qui avaient fondé des startups technologiques, ou d'anciens collègues passés dans des agences de marketing. Ils l'avaient embauché, exclusivement parce que je le leur avais demandé. Le style de vie somptueux, de classe moyenne supérieure, de mes parents. Je le subventionnais discrètement et de manière invisible depuis des années. L'abonnement de 11 000 € par an au Country Club d'élite. Je le faisais passer en frais sur mon compte d'entreprise, en le catégorisant de façon créative comme un accès à un lieu de divertissement pour les clients exécutifs. Les locations des 2 voitures de luxe, une Lexus pour maman et une BMW pour papa. Je les avais co-signées toutes les 2, lorsque la cote de crédit de mon père avait massivement plongé, lors de sa phase d'investissement providentiel raté, il y a 3 ans. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 90 000 €. Ils l'avaient utilisée pour rénover leur cuisine et prendre des vacances. Elle avait été entièrement garantie et approuvée, sur la base de mes propres justificatifs de revenus. J'ai documenté chaque fil conducteur. J'ai construit ce tableur exactement comme si je planifiais la démolition contrôlée d'un bâtiment. J'ai identifié les fondations, les poutres de soutien et les murs porteurs. Il s'est avéré que j'étais l'unique mur porteur, pour eux 4. Mise à jour numéro 1. 3 mois après le début de ma nouvelle vie à Seattle, Maya m'a envoyé une photo. C'était un cliché pris sur le vif, lors d'un dîner de famille. Tout le monde était réuni autour de la grande table à manger en chaîne, chez mes parents. Julien et Chloé étaient assis juste l'un à côté de l'autre. Mes parents étaient en bout de table, souriant chaleureusement et levant des verres de vin. Maya et son mari étaient installés en face d'eux. Le message de Maya disait, ils ont officiellement annoncé qu'ils prenaient les choses au sérieux. Maman et papa semblent incroyablement d'accord. Ils ont porté un toast au nouveau départ. Elias, je me sens malade rien que d'être ici. Je ne sais pas comment gérer ça. J'ai zoomé sur la photo avec l'écran de mon téléphone. Julien avait le bras nonchalamment drapé sur les épaules de Chloé. Ils avaient l'air profondément à l'aise, comme s'ils formaient un couple public et légitime depuis des années. Et puis, je l'ai remarqué. Le cou de Chloé. Elle portait le collier avec le pendentif en or, celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire. Elle portait mon cadeau, assise à côté de mon frère, à la table de mes parents. J'ai fixé cet amas spécifique de pixels pendant 5 bonnes minutes. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Ma respiration n'a pas tressailli. J'ai juste senti ce froid interrupteur mécanique se verrouiller, de façon permanente, sur la position « arrêt ». J'ai fermé la photo. Je n'ai pas répondu à Maya. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché mes contacts, et j'ai trouvé le numéro de portable direct du vice-président de Harrison Développement, un type nommé Greg. Nous avions travaillé en étroite collaboration, sur un énorme projet de revitalisation du centre-ville. Je savais pertinemment que Julien harcelait Greg avec insistance, pour lui vendre un nouveau partenariat commercial de grande envergure. C'était censé être le billet gagnant de Julien, pour l'année. J'ai appuyé sur appel. Elias. La voix résonnante de Greg a jailli du haut-parleur. Mec, comment Seattle te traite-t-elle? J'ai entendu dire que tu avais décroché la grosse promotion. Bien, Greg, vraiment bien. La ville me traite bien. Dis, tu as une minute? Je voulais te parler de quelques opportunités de projets à venir. Pour toi, toujours. Qu'est-ce que tu as en tête, mon frère? Plusieurs choses. Premièrement, es-tu toujours en pourparlers avec mon frère Julien? Il y a eu un léger blanc sur la ligne. Ouais. Nous avons eu quelques réunions. Rien n'est encore finalisé, on établit juste quelques chiffres préliminaires. Pourquoi?
Entendu, ai-je dit, gardant un ton entièrement professionnel, dénué de toute émotion familiale. Eh bien, j'ai d'autres partenariats, beaucoup plus importants. Je structure actuellement des sociétés avec un soutien financier nettement supérieur, et des portefeuilles plus solides. Franchement, elles correspondraient bien mieux aux nouveaux objectifs trimestriels de Harrison. Par rapport à l'organisation actuelle de Julien. Es-tu libre pour un appel vidéo mardi, afin de passer en revue les dossiers? Une autre pause. Greg n'était pas stupide. C'était un requin. Il a entendu le message sous-jacent, fort et clair, laisse tomber mon frère, ou tu me perds. Mardi à 14 h, ça me va parfaitement, Elias, a déclaré Greg d'une voix douce. Envoie-moi l'invitation sur mon calendrier. J'ai raccroché. J'ai ouvert le tableur. J'ai mis en surbrillance la cellule contenant l'accord de Julien avec Harrison. J'ai coloré le fond de la case en rouge. Le retrait avait officiellement commencé. 6 mois se sont écoulés, bien plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Seattle est véritablement devenue ma maison. Non pas dans un sens triste, fuyard ou nostalgique, mais d'une manière totalement fonctionnelle et responsabilisante. Je savais exactement quel café artisanal ouvrait à 5 h du matin, quels itinéraires autoroutiers spécifiques évitaient les brutaux embouteillages matinaux, et quels bars sur les toits servaient les verres les plus chargés pendant l'happy hour. Le travail était incroyable. Je fonctionnais sur une fréquence totalement différente. Mon directeur régional m'a attiré dans son bureau vitré, après une énorme présentation au 3e trimestre, et m'a affirmé que je performais à un niveau qu'il n'avait pas vu depuis une décennie. Il n'avait pas tort. Il est vraiment étonnant de constater la bande passante mentale dont on dispose soudainement, lorsqu'on ne consacre plus, sans le savoir, la moitié de son énergie émotionnelle et financière à une relation qui pourrit secrètement de l'intérieur. J'ai même commencé à faire des rencontres. Rien de lourd, rien de sérieux. J'ai rencontré une brillante avocate d'affaires, farouchement intelligente, nommée Naomi, lors d'un événement de réseautage au centre-ville. Nous allions boire un verre quelques fois par semaine. Nous gardions les choses incroyablement décontractées. Elle était très indépendante, ne fouinait pas dans mon passé, et je ne parlais pas spontanément de mon traumatisme. Cette table rase me semblait enivrante. Pourtant, en coulisses, j'exécutais mon plan de démolition, silencieusement, méthodiquement et chirurgicalement. Toutes les 2 semaines, réglée comme une horloge, Maya me donnait des nouvelles. Maya, 4e mois, Julien a demandé Chloé en mariage. Il prévoit activement une cérémonie pour le printemps. Maman et papa leur organisent une immense fête de fiançailles au country club. Le mois prochain. La famille est vraiment très unie. Tout le monde n'arrête pas de parler de la résilience de l'amour de Julien et Chloé. Elias, je suis tellement désolé. Je sais que c'est horrible à lire, mais j'avais promis de te le dire. J'ai répondu exactement de la même manière que d'habitude. Merci de me tenir au courant, Maya. Ne te fais pas de soucis pour moi. Ce que Maya ne réalisait pas, c'est que le moindre message qu'elle envoyait m'apportait exactement ce dont j'avais besoin, un calendrier, des marqueurs de progression. Et la confirmation absolue et indéniable que mes parents et mon frère s'étaient pleinement et totalement engagés dans un récit délirant. Une version où j'étais le méchant amer et impitoyable, tandis que Julien et Chloé étaient les courageuses victimes qui avaient trouvé le véritable amour, dans les conséquences tragiques de mon départ. Parfait. J'ai accéléré mon calendrier. Le plus gros client de Chloé, une énorme société de marketing technologique appelée Meridian Creative, la maintenait à flot depuis plus de 2 ans. Leurs honoraires mensuels payaient essentiellement son loyer. Je l'avais personnellement présenté au PDG, Marcus, à l'époque où nous venions de nous fiancer. Marcus et moi étions frères de fraternité à l'université. Un bon gars, incroyablement loyal. J'ai appelé Marcus fin mai. Marcus, mec, comment s'annonce le changement de marque de Meridian pour le 3e trimestre? Solide, Elias. Chloé fait du bon travail sur les maquettes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je prends juste des nouvelles de mon réseau, ai-je dit avec désinvolture. Dis, as-tu déjà rencontré Sophie Pascal? C'est une designer UX UI senior. Qui vient de quitter Portland pour s'installer dans ta région. Son portfolio est absolument dingue. Elle se spécialise exactement dans le genre d'image de marque technologique vers lequel Meridian pivote. Elle rafle des prix à tout va. Ah, vraiment? Marcus semblait intrigué. Non,
je n'ai jamais entendu parler d'elle. Envoie-moi ses coordonnées. C'est ce que j'ai fait. Je les ai présentées via un courriel professionnel très élogieux. J'ai laissé le talent supérieur de Sophie, et ma forte recommandation, faire le reste. 2 semaines plus tard, Maya m'écrivait, « Chloé a mentionné avoir perdu un énorme client aujourd'hui. » Elle pleurait au dîner. Elle semble incroyablement stressée par l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement coloré une autre cellule en rouge. La société d'immobilier commercial de Julien surfait entièrement sur la dynamique des affaires que je lui avais servies sur un plateau d'argent. Il parcourait la ville en se présentant comme le connecteur ultime, le jeune prodige capable de relier les promoteurs aux meilleures sociétés d'ingénierie, utilisant mon propre réseau, et le nom de mon entreprise, comme preuve de son concept. J'ai commencé à rediriger systématiquement l'ensemble de ce réseau. J'ai appelé les 3 grandes sociétés d'ingénierie, que Julien courtisait de manière agressive. Je leur ai proposé des partenariats directs avec ma succursale de Seattle. Je leur ai confié des projets avec des marges beaucoup plus serrées, des délais considérablement plus rapides, et un risque de frais généraux presque nul. Ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus. J'avais à mon actif 10 ans de réalisation impeccable. Julien n'avait que des promesses en l'air, et un sourire charmeur. Une par une, toutes les entreprises ont signé des contrats avec moi, et ont complètement ignoré Julien. Maya, 5e mois, Julien est un cauchemar ces derniers temps. 3 énormes contrats commerciaux viennent de lui passer complètement sous le nez. Il fait des semaines de 80 heures, pour essayer de sauver les meubles. Lui et Chloé ont eu une dispute explosive chez maman. Le week-end dernier. Elle l'a accusé de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur mariage. Moi, c'est dur. J'espère qu'ils s'en sortiront. Les affaires financières de mes parents nécessitaient un scalpel, et non un marteau. Cela devait être parfaitement légal, et introuvable en termes de malveillance. Je réglais l'adhésion de 11 000 € de mes parents au country club via mon compte de dépenses professionnelles. C'était une zone grise de la comptabilité créative, mais les auditeurs ne l'ont jamais signalé, car j'y recevais fréquemment de vrais clients, lorsque je vivais dans la ville. Je faisais cela depuis 3 ans, car maman vivait littéralement pour le statut social de ce club, et les revenus de conseil indépendant de papa étaient incroyablement irréguliers. J'ai tout simplement arrêté en juillet. Je me suis connecté au portail de l'entreprise, et j'ai supprimé l'autorisation de paiement récurrent. Je n'ai pas dit un mot. Les 2 locations de voitures de luxe étaient co-signées à mon nom. Le renouvellement annuel, et la vérification de crédit, approchaient en août. J'ai contacté directement le service financier du concessionnaire de luxe. J'ai soumis les documents notariés formels, afin de faire retirer complètement mon nom en tant que garant financier. C'était tout à fait légal. Le concessionnaire m'a informé qu'il devrait vérifier le crédit de mes parents, pour voir s'ils étaient admissibles par eux-mêmes. Connaissant l'historique de crédit de mon père, je savais exactement comment cela allait se terminer. Enfin, le gros morceau, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 90 000 €. Elle était techniquement à leur nom, mais la banque ne l'avait approuvée que parce que j'avais signé en tant que garant de revenus. J'ai demandé à mon avocat de Seattle de rédiger et d'envoyer les documents officiels de retrait de garantie. La politique de la banque exigeait que les titulaires du compte reçoivent un préavis de 90 jours, soit pour payer le solde, soit pour se refinancer sur leur propre mérite, avant que la ligne ne soit gelée et son remboursement exigé. Tout a été fait dans les règles de l'art, de façon silencieuse et invisible. Au début, personne n'a rien remarqué. Ces dominos financiers mettent du temps à tomber, mais quand ils s'effondrent, ils écrasent tout sur leur passage. Maya, août, maman a reçu un avis vraiment humiliant par la poste, venant du country club, concernant des frais gravement en retard. Elle les a appelés en panique. Parce qu'elle pensait que c'était géré automatiquement par ton ancienne entreprise. Ils ont menacé de suspendre son adhésion publiquement. Elle est mortifiée. Moi, c'est bizarre. La direction a dû mettre à jour ses politiques de fournisseurs. Maya, septembre, Julien a perdu un autre énorme projet de développement. Il est venu au dîner de famille avec l'air physiquement malade. Il a perdu du poids. Chloé l'a à peine regardé de toute la soirée. Elle s'est plainte de devoir prendre un emploi à temps partiel. Maya, octobre. La nouvelle entreprise d'investissement de papa s'est complètement effondrée. Il n'a pas pu obtenir le financement. Le concessionnaire l'a aussi appelé pour lui dire que les contrats de location des voitures n'étaient pas renouvelables. Il hurlait au téléphone dans son bureau.
Elias? Les choses deviennent vraiment sombres ici. J'ai lu chacun de ces messages. J'ai accusé réception de chacun d'eux, avec une réponse polie et détachée. Je n'ai absolument rien laissé paraître. Puis, il y a 2 semaines, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Maya. C'était le numéro de ma mère. J'ai failli laisser l'appel partir sur la messagerie vocale, mais une curiosité sombre et morbide a pris le dessus. J'ai répondu, Elias. Sa voix était complètement différente cette fois. Elle ne pleurait pas. Elle ne prenait pas cette fausse voix de matriarche de famille, pleine d'optimisme. Elle semblait juste incroyablement vieille, et incroyablement fatiguée. Oui, mon chéri. Nous devons te parler, s'il te plaît. D'accord, alors voilà. Nous organisons un dîner de famille, des retrouvailles. Elle a pris une inspiration tremblante. Ça fait presque 1 an, mon cœur. La famille n'est tout simplement pas entière sans toi. Tu nous manques. À tous. S'il te plaît, Elias. Nous avons besoin de toi, ici. J'ai entendu des bruissements à l'autre bout de la ligne. Le téléphone changeait de main. H. C'était Julien. Il ne m'a pas appelé Elias. Il a utilisé mon surnom d'enfance. Sa voix sonnait comme du gravier, tendue, désespérée. H, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai absolument tout détruit, mais nous sommes toujours frères, mec. Je t'en prie, asseyons-nous et parlons face à face. Accorde-moi juste 1 heure. Je me suis levé de ma chaise de bureau en cuir. Je me suis dirigé vers la baie vitrée, et j'ai contemplé la ligne d'horizon tentaculaire et scintillante de Seattle. Il pataugeait. Je pouvais entendre la terreur absolue, vibrer dans leur voix. L'échafaudage invisible s'était entièrement effondré, et ils étaient en chute libre, cherchant désespérément à attraper le seul parachute qu'ils connaissaient. Après une longue et angoissante pause, j'ai parlé. Quand? Le soulagement de ma mère a été immédiat, un halètement essoufflé à travers le haut-parleur. Dans 2 semaines, le samedi, à la maison, à 18 h. Oh, merci, mon chéri. Merci tellement, tellement. Je serai là. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré 10 secondes plus tard. Maya, est-ce qu'ils viennent vraiment de t'appeler? Tu viens vraiment? Moi, oui, il est temps, Maya. Temps pourquoi, Elias? J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. J'ai souri légèrement. Je n'ai pas répondu à Maya. J'ai plutôt ouvert mon calendrier, j'ai bloqué le week-end, et j'ai réservé un vol en première classe. Ensuite, j'ai ouvert le tableur Excel une dernière fois. La moindre cellule était rouge. Les accords avaient été redirigés. Les clients avaient été déplacés. Le soutien financier avait été entièrement et légalement retiré. Ils n'avaient tout simplement pas encore pleinement saisi l'origine de cette destruction. Ce dîner n'était pas une question de réconciliation. C'était une autopsie. Il s'agissait de leur faire enfin comprendre le prix exact de ce qu'ils avaient jeté à la poubelle. Mise à jour numéro 2. J'ai atterri le vendredi soir. J'ai loué une élégante berline noire à l'aéroport, et j'ai conduit directement vers un hôtel haut de gamme en centre-ville. Je n'ai dit à personne que j'étais arrivé en avance dans la ville. Je ne suis pas passé devant mon ancien complexe d'appartements. Je me suis juste enregistré, j'ai commandé le service d'étage, et je me suis couché. J'ai dormi à point fermé, 8 heures ininterrompues. Samedi matin, je suis allé à la salle de sport de l'hôtel, je me suis entraîné dur, j'ai pris une longue douche, et je me suis rendu chez un coiffeur de luxe de l'autre côté de la rue pour une coupe fraîche. Je me suis habillé avec soin. Un jean sombre sur mesure, une chemise boutonnée gris anthracite impeccable, et une montre hors de prix que Naomi m'avait aidé à choisir. Rien d'excessivement tape à accent grave-l'œil, mais élégant, avec une assurance intimidante. Je me suis regardé dans le miroir avant de quitter la chambre. J'ai cherché la moindre anxiété persistante, le moindre chagrin d'amour résiduel, rien. J'étais une chambre forte. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, m'engageant dans cette allée de banlieue familière à 17h58 tapante. Je me suis garé juste derrière le SUV de Maya et le pick-up de Julien, qui semblait curieusement sale et négligé. Je suis resté assis dans la voiture un instant, vérifiant mon téléphone. Un SMS de Naomi, éblouilé, beau gosse. Appelle-moi quand c'est fini.
J'ai souri, j'ai verrouillé mon téléphone, et je suis sorti. J'ai remonté l'allée en béton jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte à la volée, avant même que mes jointures ne touchent le bois. Ma mère se tenait là. Le changement dans son apparence était choquant. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 5 ans, en l'espace de 10 mois. Ses mèches parfaitement entretenues s'estompaient, et le sourire forcé et avide sur son visage était crispé, trahissant une panique sous-jacente. Elias. Elle s'est jetée en avant pour me serrer dans ses bras. Je l'ai laissé m'enlacer, mais j'ai gardé mes bras strictement le long de mon corps. Je ne me suis pas penché. Je n'ai pas répondu à son étreinte. Je suis resté planté là, comme une statue, jusqu'à ce qu'elle recule maladroitement, son sourire vacillant. Entre, entre. Tout le monde t'attend dans la salle à manger. La maison sentait exactement la même chose. Le rôti de bœuf, le romarin, et les bougies à la vanille, un parfum fabriqué de bonheur domestique. Je l'ai suivi dans le couloir. Papa s'est levé de sa lourde chaise en chêne, en bout de table. Il a tendu la main droite. Je l'ai prise. Je lui ai donné une poignée de main professionnelle, ferme, à lui broyer les os. Fils, a-t-il dit, les yeux fuyant nerveusement. Papa. Maya était assise près de la porte de la cuisine avec son mari, Tommy. Elle m'a fait un petit signe de la main, incroyablement triste. Ses yeux semblaient épuisés. Et puis, il y avait Julien et Chloé. Ils étaient assis de l'autre côté de la table, épaule contre épaule. Julien avait l'air dans un état pitoyable. Il avait de lourdes cernes noires sous les yeux, et sa posture était totalement abattue. Chloé ne voulait même pas lever la tête pour me regarder. Elle gardait les yeux rivés sur la nappe en dentelle complexe, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle ne portait plus le collier en or. J'ai marché jusqu'à l'autre bout de la table et j'ai pris la place vide, la chaise exacte sur laquelle je m'étais assis pendant 20 ans de ma vie. Puis-je t'offrir quelque chose à boire, Elias ? Maman voletait déjà vers la cuisine, les mains tremblant visiblement. Nous avons ce vin rouge que tu aimes, ou une bière. De l'eau ira très bien. Elle a presque couru jusqu'à la cuisine, revenant avec un verre en cristal rempli d'eau glacée. Elle l'a posé, et tout le monde a enfin pris place. Le silence dans la pièce était suffocant. Il était épais, lourd, et absolument chargé de terreur. Papa s'est raclé la gorge bruyamment. Eh bien, c'est vraiment bien de ravoir tout le monde sous le même toit. Ouais, est intervenu Julien, la voix un peu trop aiguë, trop enthousiaste. Ça faisait bien trop longtemps, H. Vraiment content de te voir, mec. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau glacée. J'ai reposé le verre exactement sur le sous-verre. Je n'ai pas dit un mot. Maman a commencé à servir le repas avec une énergie maniaque. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre à l'ail, haricots verts au lardon, mes plats d'enfance absolument préférés. La manipulation émotionnelle était si flagrante qu'elle en devenait presque insultante, mais je devais lui accorder le mérite de s'en tenir au scénario. Nous avons commencé à manger. Les banalités échangées autour de moi étaient insoutenables. Maya a posé une question polie sur la météo à Seattle, je lui ai donné une réponse en 2 mots. Tommy a nerveusement évoqué la récente draft de la NFL. Papa a tenté une blague légère sur le marché immobilier, qui a fait un bid monumental, compte tenu de l'état catastrophique actuel de la carrière de Julien. Julien ne cessait de me jeter des regards paniqués et furtifs toutes les 30 secondes, comme s'il était assis à côté d'une bombe non explosée, attendant que le compte à rebours atteigne 0. Chloé se contentait de pousser un unique morceau de carotte dans son assiette, déglutissant péniblement toutes les quelques minutes. J'ai mangé calmement, mécaniquement. Je mâchais ma nourriture, m'essuyais la bouche avec la serviette en lin, et agissais comme si j'étais à un dîner d'entreprise obligatoire, avec des cadres intermédiaires que je détestais ouvertement. Après environ 20 minutes angoissantes, mon père a soigneusement posé sa fourchette en argent. Il s'est essuyé la bouche, a soupiré lourdement, et a posé ses mains à plat sur la table. Très bien, a annoncé papa, sa voix prenant ce ton autoritaire de chef de famille. Je pense que nous devons enfin aborder le sujet qui fâche. J'ai levé les yeux de mon assiette. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras, et j'ai attendu. Fils, a commencé mon père, en me regardant directement. Nous t'avons demandé de venir ici ce soir, car il est temps. Il est temps de crever l'abcès, d'enterrer la hache de guerre, et d'aller de l'avant. Nous sommes une famille,
et la famille est la chose la plus importante au monde. D'accord, ai-je dit sans expression. Maman est intervenue immédiatement, sentant une ouverture. Elias, nous savons que les choses ont été incroyablement difficiles. Nous savons que tu as été profondément, très profondément blessé par ce qui s'est passé. Mais mon chéri, la famille c'est pour toujours. Les gens font des erreurs. Des erreurs terribles et déchirantes. Mais ce qui compte vraiment, aux yeux de Dieu et de cette famille, c'est la façon dont nous en guérissons. Elle pleurait déjà, se tamponnant les yeux avec sa serviette. Julien et Chloé, ce qui s'est passé entre eux n'était pas prémédité pour te blesser. Ils ne l'ont pas fait par méchanceté. Ils ont trouvé une connexion, quelque chose de vrai. Et aussi douloureux que cela soit à accepter pour toi, nous devons le reconnaître et avancer. Pour que nous puissions tous être heureux. Chloé pleurait maintenant, de silencieuses et pathétiques larmes coulant de son menton jusque dans son assiette. Julien s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table, me regardant avec de grands yeux suppliants. H, je suis tellement désolé. J'ai été violemment malade de culpabilité, chaque jour au cours des 10 derniers mois. Ce que je t'ai fait est impardonnable. Je sais que je t'ai trahi, mais j'ai tellement grandi depuis. J'ai appris de mes péchés. Et j'ai besoin de retrouver mon grand frère, mec. Sa voix s'est brisée de façon dramatique sur le dernier mot. Je sais que je ne mérite pas ta clémence, mais nous partageons le même sang. Cela doit bien compter pour quelque chose. Chloé a enfin retrouvé sa voix. C'était un murmure, rauque et brisé. Je n'ai jamais voulu détruire ton cœur, Elias. J'espère qu'au fond de toi, tu le sais. Et je prie. J'espère qu'un jour, tu pourras trouver la force, dans ton cœur, d'être heureux pour nous. Ils ont tous cessé de parler. Ils m'ont tous fixé. Ils attendaient le point culminant du film. Ils attendaient que les larmes me montent aux yeux. Ils attendaient la dispute houleuse, suivie des étreintes de pardon, épuisantes et larmoyantes. Ils avaient besoin que j'appose ma signature sur leur absolution, pour qu'ils puissent enfin arrêter de se sentir comme des monstres, et retourner à leur petite vie confortable. Lentement, j'ai décroisé les bras. Je me suis penché en avant, j'ai attrapé mon verre d'eau, j'ai pris une dernière gorgée, et je l'ai reposé. Vous avez tous terminé, ai-je demandé. Mon ton n'était pas en colère. Il n'était pas sarcastique. Il était entièrement plat, clinique, et vaguement curieux. Papa a cligné des yeux, complètement déstabilisé. Elias, nous essayons de combler un fossé, ici. Non, pas du tout, ai-je répondu, ma voix tranchant l'air de la salle à manger comme un scalpel. Vous n'essayez de rien combler du tout. Vous jouez la comédie. Vous avez passé les 10 derniers mois à écrire un scénario de fiction, dans lequel Julien et Chloé sont des amants maudits, moi je suis la victime collatérale aigrie, et vous deux. Vous êtes les nobles gardiens de la paix. Vous avez déjà décidé de la façon exacte dont cette histoire se termine. Vous m'avez juste fait venir ici, pour obtenir ma signature sur la dernière page, afin de pouvoir dormir la nuit. La pièce est devenue aussi silencieuse qu'un cimetière. Maman a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main, exactement de la même manière que je l'avais fait dans la chambre, 10 mois plus tôt. Elle a refermé la bouche d'un coup sec. Vous m'avez amené ici pour tourner la page, ai-je continué, ma voix gagnant un élan sourd et dangereux. Pour que vous puissiez tous vous sentir mieux face à cette trahison, et passer à autre chose sans cette culpabilité écrasante. Vous voulez prétendre que mon absence n'était qu'une crise de colère temporaire. Julien s'est agité de façon inconfortable, le visage rougissant. Ce n'est pas juste, H. Nous. Je parle, ai-je lâché sèchement, mon autorité claquant comme un fouet. Julien a tressailli. Je me suis levé lentement de ma chaise. Je n'ai pas claqué mes mains sur la table. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement tenu droit, projetant une domination absolue sur la pièce. Voici ce qui va réellement se passer ce soir, ai-je déclaré, scrutant chacun de leurs visages terrifiés. Je vais parler. Vous allez rester assis là et écouter, puis je franchirai cette porte d'entrée, pour toujours. Et le temps que ma voiture quitte l'allée, vous aurez compris exactement ce que vous avez vraiment perdu. Julien a commencé à se lever, la panique prenant le pas sur sa peur. H, allez, mec. Ne fais pas ça. Mes yeux se sont rivés dans les siens. Assieds-toi.
Il s'est figé à mi-chemin. Ses genoux ont légèrement fléchi, et il s'est lentement rassis sur sa chaise. Même papa n'a pas osé bouger un muscle. Maya me fixait avec une fascination immense et horrifiée. J'ai laissé ce silence écrasant s'étirer pendant 10 bonnes secondes. Julian, ai-je commencé en tournant mon regard vers lui. Il a dégluti péniblement. Te souviens-tu de l'accord de développement avec Harrison? Cet énorme projet de zonage commercial, qui a essentiellement lancé toute ta carrière indépendante, il y a 2 ans? Il a hoché la tête lentement, la confusion se mêlant à la peur. Ouais, bien sûr. Cet accord s'est concrétisé, parce que mon cabinet d'ingénierie était consultant pour les infrastructures de la ville. J'ai personnellement appelé Greg Harrison. Je t'ai mis en contact avec le chef de projet. J'ai mis ma propre réputation professionnelle en jeu. Et je me suis porté garant pour toi, alors que ton CV n'était littéralement qu'une feuille de papier vierge. Je sais ça, a chuchoté Julian sur la défensive. Et j'ai toujours été reconnaissant pour le partenariat commercial Hastings, les jeux coupés, la voix s'élevant légèrement. Le projet de commerce de détail de luxe Northgate Plaza, le financement d'amorçage initial de ta SARL indépendante. Chacun de ces succès a eu lieu, grâce aux connexions directes que j'ai établies pour toi, aux coups de téléphone que j'ai passés à huis clos. Aux recommandations que j'ai données à des hommes qui croyaient en ma parole. Le visage de Julian se vidait rapidement de son sang. J'ai tourné la tête. Chloé. Elle a tressailli physiquement lorsque j'ai prononcé son nom. Elle a levé les yeux, rouge et terrifiée. Méridian Créative, ai-je dit d'une voix suave. Ton plus gros client pilier, depuis 2 ans. Les honoraires mensuels qui paient ton appartement, et ton style de vie. Elle a commencé à trembler. C'est moi qui t'ai recommandé auprès d'eux. Marcus est mon frère de fraternité. Je lui ai dit que tu étais talentueuse, fiable et digne de confiance. Silverton Tech, Cascade Brands. Palmer et associés. 3 de tes 5 contrats les plus lucratifs. Que des PDG et des vice-présidents que je t'ai personnellement présentés, lors des galas de mon entreprise. Chloé a laissé échapper un petit halètement étouffé. Je me suis lentement tourné vers le bout de la table. Maman, papa. Le faux sourire enthousiaste de ma mère avait complètement disparu. La mâchoire de mon père était serrée si fort, que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Votre abonnement au country club d'élite, ai-je dit, regardant les yeux de mon père s'écarquiller d'horreur. Celui avec lequel vous vous pavanez depuis 3 ans. J'ai secrètement couvert ces 11 000 € de frais annuels, via mon compte de dépenses de dirigeant d'entreprise. Les locations des 2 voitures de luxe. Qui sont garées dans l'allée en ce moment même. Toutes 2 co-signées sous mon nom et ma cote de crédit irréprochable, parce que le crédit de papa était détruit. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 90 000 €. Que vous avez utilisé pour rénover cette cuisine même où nous sommes assis. Approuvé uniquement, parce que mes revenus la garantissaient légalement. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence du vide intersidéral. Maya me fixait, sa main couvrant sa bouche. Tommy avait l'air d'assister à un meurtre. Julian a trouvé sa voix en premier. Elle était faible, tremblante. D'accord, alors tu nous as beaucoup aidés. Nous le savons, H. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour tout ce que tu. Je n'ai pas terminé, ai-je déclaré, ma voix baissant d'un octave. Julian a fermé les yeux. Je suis resté debout, calme, précis, létal. Il y a 6 mois, ai-je dit, en articulant la moindre syllabe, j'ai commencé à me retirer systématiquement, des fondations de vos vies. Les yeux de Julian se sont brusquement ouverts. Quoi? Méridian Créative. J'ai regardé Chloé. J'ai appelé Marcus. Je lui ai présenté une designer senior, largement supérieure, nommée Sophie Pascal. Ils ont officiellement transféré tous tes contrats restants à son agence, le mois dernier. Il te lâche. Chloé a laissé échapper un sanglot guttural, enfouissant son visage dans ses mains. Harrison Développement. J'ai reporté mon regard sur Julian. J'ai redirigé le partenariat de mon entreprise, exclusivement vers le groupe Kellerman. C'est ton plus grand concurrent direct. Hastings Commercial, Northgate Plaza, les 3 énormes projets à venir. Sur lesquels tu comptais désespérément pour le 4e trimestre. J'ai personnellement orienté chacun de ces promoteurs vers des partenaires de Seattle,
bien meilleurs et plus expérimentés. Aucun de ces contrats ne se concrétisera pour toi. Jamais. Julien a bondi de sa chaise, le visage déformé par une rage et une panique absolue. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des accords verbaux. J'ai des lettres d'intention. Lis les petits caractères, Julien, ai-je ricané. Des lettres d'intention, basées sur le soutien des infrastructures de mon cabinet. Un soutien qui n'existe plus. Je me suis tourné à nouveau vers mes parents. Le country club vous a appelé, pour des frais en retard, parce que j'ai définitivement supprimé l'autorisation de paiement il y a 4 mois. Les locations de voitures doivent être renouvelées annuellement. Dans 3 semaines. Mon nom et mon numéro de sécurité sociale ont été légalement retirés des dossiers de garantie. Vous devrez vous qualifier sur votre propre crédit. Bonne chance pour ça. Maman a poussé un gémissement plaintif, se serrant la poitrine. Elias, non, je t'en supplie. Et la ligne de crédit de 90 000 €, ai-je terminé, fixant mon père droit dans les yeux. Mon avocat a officiellement déposé les documents de retrait de garantie en août. Le délai de grâce de 90 jours expire la semaine prochaine. La banque va geler le compte et exiger le paiement du solde. C'est fait. Papa a claqué ses 2 poings sur la table en chêne, faisant trembler la porcelaine. Il s'est levé, le visage violet de fureur. C'est purement vindicatif. C'est psychotique. Tu nous punis tous activement pour. Pourquoi, papa, ai-je finalement élevé la voix, le volume absolu résonnant contre les murs. Pour mon frère, qui a couché avec ma fiancée dans mon lit. Pour toi et maman, qui avez instantanément choisi une fausse harmonie familiale, plutôt que la simple responsabilité de vos actes. Pour avoir attendu de moi que je ravale ma fierté, que je souris pour les caméras. Et que je continue à financer ceux-là même qui m'ont poignardé dans le dos. Nous t'avons donné du temps, a rugi mon père en retour, pointant un doigt tremblant vers moi. Nous t'avons donné de l'espace pour guérir. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir de plus de notre part? Je ne veux absolument plus rien de vous tous, ai-je répondu, ma voix retombant dans ce calme glacial et terrifiant. C'est tout l'enjeu de ce soir. Je vous donne exactement ce que vous avez demandé, une vie sans mon ingérence. Julien faisait les 100 pas frénétiquement derrière sa chaise, se tirant les cheveux. H, s'il te plaît. Je t'en supplie à genoux. Ces projets commerciaux sont tout mon gagne-pain. J'ai contracté des dettes massives, en anticipant ces paiements. Les contrats de Chloé sont son seul revenu. Nous ne pouvons pas payer le loyer. Nous ne pouvons pas survivre. Tu aurais vraiment dû intégrer cela dans ton évaluation des risques, avant de décider que ma fiancée valait la peine de détruire ton frère, ai-je répondu froidement. Julien s'est précipité en avant, attrapant mon bras avec une poigne désespérée et écrasante. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu détruis nos vies. J'ai lentement baissé les yeux vers sa main, qui agrippait mon avant-bras. Puis, j'ai relevé les yeux vers son regard terrifié, et embué de larmes. Lâche-moi. Il n'a pas bougé. Il était en hyperventilation. Julien, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure mortel. Lâche. Il a lentement desserré son étreinte, reculant comme si ma peau le brûlait. J'ai calmement ajusté le poignet de ma chemise. Vous avez tous fait un choix, ai-je dit, balayant du regard cette pièce détruite. Julien, tu l'as choisi elle, plutôt que moi. Chloé, tu l'as choisi lui, plutôt que moi. Maman, papa, vous avez choisi de sauver les apparences, plutôt que de défendre ce qui était moralement juste. Vous avez tous fait vos choix. Je les respecte, tout simplement. Je me retire de l'équation. C'est de la folie, a craché mon père, faisant les 100 pas derrière sa chaise. Ce n'est pas de la justice, Elias. C'est de la cruauté. Nous sommes toujours ta famille. Tu as des obligations morales envers nous. Des obligations? J'ai ri. Un son court, dur, et dénué de tout humour. Partager quoi? Les dépenses partagées que je couvrais en secret? Les opportunités que j'ai artificiellement créées pour vous? Le soutien pour lequel je me suis saigné, pendant que vous preniez et preniez encore. Sans jamais vous arrêter une seule fois pour vous demander ce que cela me coûtait? Maman pleurait à chaudes larmes maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Nous ne savions pas, Elias. Je le jure devant Dieu, nous ne savions pas que tu faisais tout cela pour nous. Exactement, ai-je dit doucement.
vous ne saviez pas, parce que vous n'avez jamais pris la peine de le demander. Vous avez aveuglément supposé que les fondations, qui soutenaient vos petites vies parfaites, seraient toujours là, peu importe à quel point vous donniez des coups de pied dans les piliers. Je me suis détourné de la table, et j'ai commencé à marcher vers le couloir. La pièce a instantanément explosé derrière moi. Un chaos pur et absolu. T'es qu'une petite merde vindicative, tu le sais ça, a hurlé Julian, la voix brisée par l'hystérie. Elias, reviens ici tout de suite. Cette conversation n'est pas terminée, a mugi papa. Mon chéri, s'il te plaît. Je t'en prie, ne nous quitte pas comme ça, a gémi maman. Chloé pleurait bruyamment. Un son continu et brisé de ruine absolue. Maya restait figée sur sa chaise, silencieuse. Tommy regardait le sol. J'ai atteint la porte voûtée de la salle à manger. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné pour les regarder. Je ne fais pas ça parce que je vous déteste, ai-je lancé à la cantonade, ma voix portant au-dessus de leurs cris. Je fais ça, parce que vous avez tous montré, de façon douloureusement claire, que j'étais entièrement remplaçable à vos yeux. Alors maintenant, vous allez découvrir exactement ce qui se passe quand je suis vraiment parti. Nous sommes frères, Elias, a sangloté Julian derrière moi. Non, ai-je répondu, fixant droit devant moi la porte d'entrée. Nous étions frères. Maintenant, tu n'es plus que le gars qui a couché avec ma fiancée dans mon lit, et qui a sincèrement cru que j'étais assez stupide pour continuer à payer tes factures. J'ai traversé le hall. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, et j'ai refermé la porte derrière moi, coupant net les sons de cris et de pleurs. J'ai descendu l'allée, je suis monté dans ma voiture de location, et j'ai démarré le moteur. À travers la grande baille vitrée de la façade, je pouvais voir le chaos se dérouler. Julian faisait violemment les 100 pas, jetant les bras en l'air. Papa pointait du doigt et hurlait sur maman. Maman s'était effondrée sur sa chaise, en pleurs. Chloé se tenait dans le coin, ayant l'air de voir son monde entier venir d'être vaporisé. Maya a été la seule à s'approcher de la fenêtre. Elle s'est tenue là, regardant vers ma voiture. Nos yeux se sont croisés à travers la vitre. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air trahie. Elle avait juste l'air incroyablement triste, et profondément compréhensive. Elle m'a adressé un hochement de tête microscopique. Mon téléphone s'est instantanément allumé dans le porte-gobelet. Un déluge de messages. Julian, tu vas regretter ça, pour le reste de ta misérable vie. Maman, Elias, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. On peut appeler la banque. On peut réparer ça. Papa, ne t'éloigne pas de cette maison, mon fils. Je suis sérieux. J'ai pris le téléphone. Je l'ai mis sur silencieux. Je l'ai laissé retomber dans le porte-gobelet. J'ai passé la marche arrière, je suis sorti de l'allée, et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la maison rapetissée au loin. Les lumières étaient allumées, des silhouettes bougeaient frénétiquement derrière les rideaux, la destruction totale et absolue du mensonge qu'ils avaient construit. J'ai bifurqué sur l'autoroute principale, j'ai baissé les vitres, j'ai monté le son de la musique, et je me suis dirigé tout droit vers l'aéroport. De retour à Seattle, de retour à ma vraie vie, une vie dont il ne faisait absolument plus partie. Mise à jour numéro 3. 6 mois plus tard, et 3 mois après le dîner, j'ai été officiellement promu directeur régional de toute la division Nord-Ouest Pacifique. J'étais le plus jeune directeur, dans les 70 ans d'histoire de l'entreprise. L'annonce a été faite lors d'une énorme réunion trimestrielle, dans une tour du centre-ville. Mon patron a prononcé un long discours élogieux sur ma vision inégalée, mon efficacité impitoyable, et mon exécution sans faille. Les gens ont applaudi. J'ai serré beaucoup de mains, je suis retourné dans mon bureau d'angle, et je me suis immédiatement remis au travail. La vie est belle. Vraiment, sincèrement belle. Je fréquente Naomi de manière exclusive maintenant. Cela a naturellement évolué, passant de simples vers occasionnels à quelque chose de profondément réel et confortable. Elle est incroyablement perspicace, farouchement motivée, et n'a pas besoin que je sois autre chose que ce que je suis exactement. Nous cuisinons ensemble 3 fois par semaine. Nous faisons de la randonnée le week-end. Nous parlons de nos carrières sans aucun ego. Seattle est ma ville désormais. La pluie, la ligne d'horizon, l'eau, tout cela m'appartient. Maya m'envoie toujours des messages, toutes les quelques semaines.
Ces mises à jour arrivent comme sur des roulettes. Elles sont toujours strictement informatives, et totalement dénuées de toute culpabilisation. Elle sait exactement où se situe la limite, et elle la respecte. Mais elle continue d'aller au dîner de famille. C'est la croix de Maya. Elle est pour toujours coincée au milieu, essayant désespérément de recoller les cendres d'une famille qui s'est elle-même réduite en poussière. Maya, 2e mois après le dîner, l'entreprise de Julien a officiellement déposé le bilan. Il s'avère qu'il avait contracté des prêts massifs, à des taux d'intérêt très élevés, auprès de prêteurs privés très louches. En utilisant les 3 accords commerciaux que tu as tués comme garantie. Maintenant que les accords sont morts, les prêteurs le poursuivent agressivement. Il a dû vendre son pick-up, pour couvrir une fraction de la dette. Il fait face à d'éventuelles poursuites judiciaires pour fraude. Maya, 3e mois après le dîner, Chloé a été formellement expulsée de son appartement de luxe. Sans Méridian Créative, elle ne pouvait même pas couvrir la moitié de son loyer. Elle a dû emménager dans un minuscule studio. Dans un quartier terrible de la ville. Elle a pris un emploi à temps plein, comme graphiste junior dans une imprimerie locale, payée au salaire minimum. Elle a l'air épuisée. Elle et Julien se disputent constamment. C'est toxique. Maya, 4e mois après le dîner, maman et papa ont mis la maison sur le marché, hier. Ils essaient de faire passer ça, auprès de leurs amis du country club, comme une réduction d'espace pour leurs vieux jours. Mais la vérité, c'est que la banque a gelé la ligne de crédit. A exigé le paiement du solde de 90 000 €, et ils n'ont pas pu obtenir de refinancement parce que le crédit de papa est fichu. Ils ont perdu la Lexus et la BMW. Ils conduisent une Honda d'occasion, maintenant. Le stress est en train de détruire leur mariage. J'ai lu chaque message. Généralement, je renvoie juste un emoji pouce en l'air, ou un simple « merci pour les nouvelles, Maya ». J'espère que toi et Tommy allez bien. Je ne pose jamais de questions de suivi. Je ne jubile jamais. J'observe simplement la physique de cause à effet se dérouler, à plus de 3000 km de distance. Le mois dernier, Chloé a trouvé ma nouvelle adresse email, probablement en fouinant dans le téléphone de Maya, ou sur LinkedIn. Elle m'a envoyé un immense courriel de 3 pages. L'objet était « J'avais tellement, incroyablement tort. S'il te plaît, lis ceci. » C'était un manifeste désespéré et pathétique. Elle avouait que Julien était devenu émotionnellement violent, à la seconde même où l'argent avait tari. Elle admettait que leur « véritable amour » était entièrement construit sur la sécurité financière, et le statut social, que je fournissais secrètement à Julien. Elle disait qu'elle avait réalisé que j'étais le seul homme, à avoir jamais vraiment pris soin d'elle, qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie, et elle me suppliait de l'appeler juste pour qu'elle puisse entendre ma voix. Elle affirmait qu'elle quitterait Julien dès le lendemain, si je lui donnais ne serait-ce qu'un signe. J'ai lu tout le courriel en buvant mon café du matin. Je n'ai absolument rien ressenti, pas même une étincelle de vengeance. Elle n'était plus qu'une étrangère, suppliant qu'on lui lance un canot de sauvetage qu'elle avait personnellement incendié. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'intégralité de l'email directement dans la boîte de réception personnelle de Julien, sans objet, et sans y joindre le moindre message. Ensuite, j'ai définitivement bloqué leurs 2 adresses. Maya m'a envoyé un message 2 jours plus tard, disant que Julien avait complètement détruit le studio de Chloé dans une rage aveugle, et qu'ils avaient officiellement rompu leurs fiançailles. Hier soir, Naomi et moi étions assis sur le balcon de mon appartement. La ligne d'horizon de Seattle brillait contre les eaux sombres du Puget Sound. Elle était pelotonnée dans une couverture, lisant un énorme dossier juridique pour un procès à venir. Je sirotais un verre de bourbon, regardant les ferries traverser l'eau. « Tu es silencieux, ce soir », a déclaré Naomi, sans lever les yeux de ses papiers. Tout va bien avec la nouvelle fusion d'entreprise. La fusion se passe bien, ai-je répondu en prenant une gorgée de bourbon. Je pensais juste aux conséquences. Elle a finalement levé la tête, ses yeux vifs étudiant mon visage. Elle connaissait les grandes lignes de mon passé, même si elle n'en savait pas chaque détail atroce. Elle en savait assez, pour comprendre ce que je voulais dire. Le regrettes-tu parfois, a-t-elle demandé doucement. D'avoir lâché la bombe nucléaire sur eux. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé à ma mère, pleurant sur la perte de son statut au country club. J'ai pensé à l'ego brisé de mon père. J'ai pensé à Julien, se noyant dans des dettes frauduleuses, réalisant qu'il n'était rien sans ma main invisible. J'ai pensé à Chloé,
assise dans un minuscule appartement humide, réalisant qu'elle avait échangé un diamant contre un caillou sans valeur. Non, ai-je dit sincèrement, me tournant pour regarder Naomi. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette d'avoir passé des années de ma vie à construire un château, pour des personnes qui étaient parfaitement prêtes à m'enfermer dans le cachot. Mais partir, laisser la gravité faire son travail. Ça m'a sauvé la vie. Naomi a souri. Une expression sincère et chaleureuse. C'est une bonne chose. Parce que l'homme qui se laissait utiliser par les gens a l'air épuisant. Je préfère de loin le directeur régional qui est assis devant moi. J'ai ri. Un vrai rire profond. Mon téléphone a vibré sur la table en verre. Un nouveau message de Maya. Maya, je viens de quitter le dîner du dimanche. C'était affreux. Juste maman? Papa et moi. Ils ont vendu la maison. Ils déménagent dans un appartement de 2 chambres la semaine prochaine. Maman n'a fait que pleurer dans son assiette tout du long. Papa a juste fixé le mur. Julien ne s'est même pas pointé. Je crois que c'est la fin de la famille. Elias. Je le crois vraiment. J'ai fixé le message. J'ai tapé ma réponse avec soin. Moi, tu n'es pas obligé de continuer à aller à ces dîners, Maya. Tu as le droit de te sauver, toi aussi. Ma chambre d'amis, à Seattle, est toujours ouverte pour toi et Tommy. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai mis le téléphone sur silencieux, je l'ai retourné face contre la table, et j'ai reporté mon attention sur la femme assise en face de moi. Sur cette vie magnifique, et intouchable, que j'avais construite à partir des cendres. Les fondations sont solides, désormais, car cette fois, je suis le seul à me tenir dessus.